Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à me suivre dans une nouvelle aventure parce que je me lance sur YouTube. Le silence le plus bruyant de la télévision française, personne ne l'a vu tomber. Elle s'est simplement levée et elle est partie. Et c'est précisément ce silence, brutal, presque indécent, qui a fait trembler la télévision française. Le 24 août 2023, une information tombe, sèche, presque administrative. Sophie Davant quitte France Télévisions. Pas de plateau spécial, pas de discours d'adieu, pas même ce sourire familier qui, pendant plus de 30 ans, avait accompagné les matinées et les après-midi de millions de Français. Rien. Le vide. Comme si l'une des figures les plus stables du paysage audiovisuel s'était soudainement évaporée. Pour le public de plus de 50 ans, le choc est profond. Sophie Davant, ce n'était pas seulement une animatrice, c'était une présence, une voix rassurante, une femme qui vieillissait avec eux sans jamais tricher, sans jamais se cacher. Elle incarnait une télévision de confiance, de proximité, presque familiale. Alors pourquoi partir ainsi? Pourquoi sans un mot? Pourquoi sans reconnaissance officielle après 3 décennies de fidélité? Dans les couloirs feutrés de France Télévisions, les regards se détournent. On parle à voix basse, on choisit les mots avec précaution. Certains évoquent un choix personnel, d'autres parlent de réorientation professionnelle, mais personne ne regarde vraiment la vérité en face. On ne quitte pas un empire de 30 ans comme on quitte un bureau un vendredi soir. Ce départ n'a rien d'anodin. Il ressemble moins à une décision qu'à une fuite maîtrisée, moins à une fin de carrière qu'à une rupture soigneusement calculée. Et surtout, il pose une question dérangeante, presque taboue dans le monde de la télévision publique. Que s'est-il passé pour qu'une femme aussi respectée choisisse de disparaître plutôt que de s'expliquer? Car Sophie Davant n'était pas en déclin, bien au contraire. Affaire conclue, cartonnée. Les audiences étaient solides, parfois même exceptionnelles pour une tranche de l'après-midi. Le public l'adorait. Les réseaux sociaux débordaient de messages de soutien, de reconnaissance, d'affection. Tout indiquait une animatrice au sommet de sa maturité professionnelle. Et pourtant, quelque chose s'est brisé. Les observateurs les plus attentifs l'avaient senti. Une tension diffuse, des interviews où Sophie pesait ses mots, des silences inhabituels là où autrefois elle parlait avec naturel, comme si elle avançait sur une ligne de crête, consciente qu'un faux pas pourrait lui coûter plus que ce qu'elle était prête à perdre. Et puis il y a ce détail troublant. Aucun hommage officiel, pas même un remerciement appuyé. Pour une femme qui a incarné la chaîne pendant plus de 30 ans, ce mutisme institutionnel interroge. Dans un univers où l'ego est roi, où chaque départ devient un spectacle, celui-ci ressemble à une mise à l'écart polie, presque gênée. Le public, lui, ne s'y trompe pas. Les réseaux s'enflamment, les commentaires affluent. On ne traite pas Sophie Davant comme ça, elle méritait mieux. Pourquoi ce silence? Derrière ces réactions, une intuition collective. Ce départ cache quelque chose de plus profond qu'un simple changement de carrière. Car dans ce milieu, on ne disparaît jamais par hasard. On disparaît quand on dérange, quand on prend trop de place, quand on devient, sans l'avoir voulu, le miroir gênant d'un système qui n'aime pas être remis en question. Et si le vrai scandale n'était pas ce que Sophie Davant a dit, mais précisément ce qu'elle n'a pas dit, et si ce silence était en réalité le premier acte d'une libération longtemps retardée? Pour comprendre ce départ sans adieu, il faut remonter bien plus loin, à l'origine de cette relation fondatrice, à l'homme qui lui a tendu la main, et qui peut-être ne l'a jamais vraiment lâché. Avant d'être cette femme libre qui, un jour, choisira le silence pour se sauver, Sophie Davant a d'abord été une jeune femme en quête de légitimité. Et comme souvent dans ce milieu exigeant, presque brutal, la légitimité ne se conquiert pas seule, elle se reçoit. Ou plutôt, on vous la prête. Sophie naît à Bordeaux, dans une famille discrète, cultivée, où l'on apprend très tôt la valeur de l'effort et de la retenue. Rien de tapageur, rien d'arrogant. Très vite, elle comprend qu'il faut travailler plus que parler, écouter plus que revendiquer. Cette attitude, vertueuse en apparence, va devenir sa force, mais aussi sa fragilité. Lorsqu'elle arrive à Paris pour se former au journalisme, le paysage audiovisuel est encore un territoire largement masculin. Les codes sont clairs, les places chères, et les jeunes femmes doivent apprendre à naviguer entre compétence, sourire et patience. Sophie observe, apprend, s'adapte. Elle ne force jamais les portes. Elle attend qu'on les lui ouvre. C'est à la fin des années 1980
qu'elle entre à Antenne 2. Elle est jeune, sérieuse, appliquée. On lui confie la météo. Un rôle souvent perçu comme secondaire, mais qui à l'époque sert de tremplin, à condition d'être remarqué par les bonnes personnes. Et justement, une personne la remarque. William Lémergie est déjà une figure incontournable du petit écran, charismatique, redouté, respecté. Il règne sur les matinales. Il voit en Sophie quelque chose que d'autres n'ont pas encore identifié. Une présence douce, rassurante, une lumière qui n'écrase pas mais qui attire. Il l'encourage, il la recommande, il l'intègre à ses équipes. Pour Sophie, c'est une chance inespérée, presque une bénédiction. À ce moment-là, rien ne semble malsain. Au contraire. William est ce mentor dont rêvent tant de jeunes journalistes. Il ouvre des portes, il protège, il guide. Dans un univers aussi codifié, cette protection vaut de l'or. Et Sophie, reconnaissante, s'investit sans compter. Elle apprend vite, elle doute peu, elle fait confiance. Mais imperceptiblement, la relation change de nature. Ce qui était un appui devient une référence obligatoire. Chaque évolution passe par son regard. Chaque décision semble devoir être validée. Sans qu'on ne le lui dise clairement, Sophie apprend à demander la permission. Pas seulement pour progresser, mais pour exister. Et comme elle réussit, comme le public l'aime, elle ne voit pas le piège se refermer. Autour d'eux, on parle d'un duo efficace. À l'écran, la complicité est évidente. En coulisses, l'équilibre est plus fragile, la relation n'est ni amoureuse, ni strictement professionnelle. C'est autre chose, un mélange trouble d'admiration, de loyauté, de crainte parfois. Une dette morale qui ne dit pas son nom. Sophie, sans s'en rendre compte, intériorise les attentes. Elle devient exigeante avec elle-même, presque trop. La moindre erreur lui semble impardonnable. Non pas parce qu'elle craint le public, mais parce qu'elle redoute de décevoir celui qui l'a faite. Et dans ce système, décevoir, c'est risquer de perdre sa place. Pendant des années, tout fonctionne. Sophie progresse. Elle gagne en visibilité. Elle devient indispensable à l'antenne. Mais jamais totalement libre, comme si un plafond invisible s'était installé au-dessus d'elle. Elle peut monter, oui, mais pas trop haut, pas au point d'éclipser celui qui l'a révélé. Et puis un jour, une fissure apparaît, une remarque de trop, un projet refusé sans explication, un regard qui se durcit, rien de spectaculaire, rien de frontal, juste assez pour faire naître un doute. Et si cette protection n'était pas si désintéressée? Et si derrière le mentor bienveillant se cachait la peur de voir l'élève devenir l'égal, voire davantage? À cet instant précis, Sophie ne le sait pas encore, mais la graine est plantée, celle d'une prise de conscience lente, douloureuse, presque coupable. Car remettre en question son mentor, c'est remettre en question toute sa trajectoire. Et pourtant, sans bruit, sans révolte, le chemin vers l'émancipation commence. Dans les années 1990, Sophie Davant devient un visage familier, presque intime, pour des millions de Français. Elle n'est plus seulement la jeune protégée prometteuse, elle est là, chaque jour, régulière, fiable, reconnaissable entre mille. Une présence qui s'installe doucement dans les foyers, sans bruit, sans éclat tapageur. Et c'est précisément cette constance qui fait sa force. Après la météo, elle enchaîne les émissions. C'est au programme toute une histoire, service maximum. Les formats changent, mais une chose reste. Sophie rassure. Elle écoute, elle ne juge pas, elle accompagne. Dans une télévision souvent bruyante, elle incarne la nuance. Le public s'attache. Les audiences suivent. Année après année, elle devient un pilier de la grille de France 2. En 1998, c'est au programme s'installe durablement dans les matinées. 5 jours sur 7, pendant près de 20 ans. Peu d'animateurs peuvent donc se targuer d'une telle longévité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, entre 700 000 et 900 000 téléspectateurs quotidiens dans une case réputée difficile. Un succès discret mais solide, un succès qui ne fait pas de bruit mais qui dérange. Car dans les couloirs de la chaîne, malgré ses performances, une étrange hiérarchie persiste. Sophie est incontournable à l'antenne, mais jamais au centre des décisions. Les réunions stratégiques se tiennent sans elle, les grandes orientations se décident ailleurs. Et surtout, ce n'est jamais elle qu'on écoute en premier. William Lémergie, toujours aux commandes de l'univers matinal, reste la figure d'autorité. Même lorsque Sophie porte l'émission à bout de bras, même lorsque le public la reconnaît comme le visage du programme, c'est vers lui que la direction se tourne. Comme si la réussite de Sophie devait toujours être lue à travers le prisme de celui qui l'a révélée. Ce mécanisme est subtil, on ne lui dit jamais non frontalement, on la félicite,
on la complimente, on souligne son professionnalisme. Mais lorsqu'elle propose, lorsqu'elle ose imaginer autre chose, les résistances apparaissent, des projets reportés, des idées intéressantes mais pas prioritaires. Des sourires polis qui ferment les portes sans jamais les claquer. Pour le public, tout semble normal. Sophie est partout, elle est aimée, elle est respectée. Mais en interne, elle reste cantonnée à un rôle bien précis, celui de la collaboratrice modèle, fiable, efficace, mais surtout docile, pas une chef d'orchestre, pas une voix qui décide. Et c'est là que se dessine ce plafond invisible, celui que beaucoup de femmes de cette génération connaissent trop bien. On vous permet de réussir, tant que vous ne revendiquez pas le pouvoir qui devrait aller avec, tant que votre succès ne remet pas en cause l'ordre établi. Sophie, fidèle à elle-même, ne se rebelle pas, elle travaille plus, elle se perfectionne, elle cherche à être irréprochable, comme si l'excellence finirait un jour par être récompensée à sa juste valeur. Mais plus elle excelle, plus l'écart entre sa popularité et son influence réelle devient criant. Avec le temps, une autre évolution se dessine, le paysage médiatique change, les réseaux sociaux émergent, de nouvelles figures féminines s'imposent. Sophie, loin de rester figée, s'adapte. Elle écrit, elle publie, elle parle de bien-être, de vieillissement assumé, de reconstruction. Elle devient une référence pour des femmes de plus de 45 ans, longtemps invisibilisées à la télévision. Sans le vouloir, elle devient une marque en soi. Et c'est précisément à ce moment-là que les choses se compliquent. Car une animatrice qui pense par elle-même, qui s'adresse directement à son public, qui n'a plus besoin d'intermédiaire pour exister, c'est une animatrice qui échappe au contrôle. Sophie commence à sentir que quelque chose se grippe. Des regards plus froids, une distance nouvelle. Comme si sa réussite, autrefois tolérée, devenait soudain encombrante. Elle ne comprend pas encore pourquoi, mais elle le sent. Dans ce milieu, réussir ne suffit pas. Il faut aussi savoir rester à sa place. Lorsqu'en 2017, Sophie Davant accepte de prendre les rênes d'Affaires conclues, personne n'imagine vraiment ce qui est en train de se jouer. À première vue, le concept paraît simple, presque modeste. Des objets anciens, des vendeurs anonymes, des acheteurs passionnés. Un programme de milieu d'après-midi, sans prétention spectaculaire. Pas le genre d'émission qui fait trembler une direction. Et pourtant, dès les premières semaines, quelque chose se passe. Le public accroche. Les histoires touchent, les objets deviennent des fragments de mémoire collective. Et au centre de tout cela, Sophie, plus libre, plus complice, moins formatée. Elle ne lit pas un prompteur, elle écoute. Elle ne surjoue pas, elle relit. Elle ne présente plus seulement une émission, elle l'incarne. Les audiences grimpent, rapidement, régulièrement, plus d'1 million de téléspectateurs quotidiens, un chiffre exceptionnel pour cette tranche horaire. Affaires conclues devient un rendez-vous. Pour beaucoup de retraités, de femmes seules, de couples vieillissants, c'est un moment de respiration. Un programme qui parle de transmission, de valeurs, de ce que l'on garde et de ce que l'on laisse partir. Sophie y est à sa place. Mieux encore, elle est la place. Dans la presse, on salue son naturel, son élégance, sa capacité à donner de la profondeur à un format populaire. Selon un sondage de TV Magazine, elle figure désormais parmi les animatrices les plus appréciées de France, une reconnaissance tardive, mais éclatante. Trop éclatante peut-être. Car dans les étages supérieurs de France Télévisions, l'ambiance change. Le succès d'Affaires conclues n'est plus seulement un succès d'audience, il devient un succès personnel. Et cela pose problème. Sophie n'est plus interchangeable, elle n'est plus simplement une voix parmi d'autres. Elle devient un repère, une référence, une figure autonome. William Lémergie, officiellement retiré des écrans depuis peu, reste pourtant très présent dans les coulisses. Son influence, informelle mais réelle, continue de peser. Selon plusieurs témoignages anonymes, il aurait exprimé des réserves sur le ton de l'émission. Trop incarné, trop personnel, trop Sophie. Comme si ce succès échappait à ceux qui, jusque-là, avaient l'habitude de contrôler le récit. Les réunions se tendent, des projets proposés par Sophie sont réexaminés, ralentis, parfois vidés de leur substance. On parle de réalignement éditorial, de nécessité de renouvellement. Des mots lisses, presque creux, derrière lesquels se cache une réalité plus brutale. Sophie prend trop de place. Pour la première fois, elle le ressent clairement. Ce n'est plus une impression diffuse. C'est une hostilité feutrée, rien de frontal, rien qui puisse être dénoncé ouvertement,
mais une accumulation de signaux faibles, des décisions prises sans elle, des discussions auxquelles elle n'est pas conviée, comme si l'on cherchait à la remettre dans un cadre plus étroit. Et pourtant, face au public, elle continue de sourire, elle reste professionnelle, elle protège son émission, son équipe, son lien avec les téléspectateurs. Dans certaines interviews, une phrase revient, presque anodine, mais lourde de sens. Le plus difficile, ce n'est pas de réussir, c'est de réussir quand personne autour de vous ne l'a vraiment souhaité. À ce stade, Sophie aurait pu se battre, revendiquer, exiger, mais ce n'est pas sa manière. Elle connaît trop bien les règles du jeu. Dans ce milieu, la contestation frontale se paie cher, surtout quand on a dépassé 50 ans. Elle choisit donc une autre voie, plus silencieuse, plus stratégique. Car elle comprend une chose essentielle, son succès n'est plus protégé. Et lorsqu'un succès devient gênant, il est souvent suivi d'une tentative de reprise en main, ou pire, d'effacement progressif. Ce que Sophie ignore encore, c'est que le véritable combat ne se jouera pas sur les audiences. Il se jouera ailleurs, dans l'ombre, par des gestes minuscules, répétés, usants. Une violence sans cri, sans preuve, mais terriblement efficace. Il n'y a pas eu de cri, pas de scandale, pas de porte claquée, seulement une lente érosion, une suite de gestes presque invisibles, si discrets qu'ils en deviennent indéniables. C'est ainsi que fonctionne la violence feutrée. Elle ne s'impose pas, elle s'installe. Après le succès éclatant d'affaires conclues, Sophie Davant sent que l'air change autour d'elle. Rien d'officiel, rien de formulé noir sur blanc. Mais les signes s'accumulent, des réunions déplacées au dernier moment, des décisions prises sans qu'elle en soit informée, des projets qu'elle porte et qui, soudain, disparaissent des agendas, comme s'ils n'avaient jamais existé. À l'antenne, le ton reste cordial, mais en coulisses, certaines remarques laissent des traces, des phrases dites sur le ton de la plaisanterie, mais qui piquent. Elle a tout compris, comme toujours, ou encore, faites-lui confiance, elle sait mieux que tout le monde. Le sourire est là, mais le message est clair. On la renvoie à une forme d'arrogance qu'elle n'a jamais revendiquée. On la réduit. Subtilement, Sophie encaisse, comme elle l'a toujours fait. Elle se remet en question. Trop, peut-être. Elle analyse chaque geste, chaque mot. Elle cherche ce qu'elle aurait pu faire de travers. Ce mécanisme est bien connu de ceux qui ont vécu ce type de pression. On finit par douter de soi plus que du système. Dans certaines interviews, elle laisse filtrer un malaise. En 2020, elle confie à demi-mot. J'ai longtemps évolué dans un univers où l'on m'appréciait tant que je restais à ma place. Une phrase lourde, mais qui passe presque inaperçue. Le public, lui, continue de voir la femme souriante. Il ne perçoit pas la fatigue mentale qui s'installe. Car cette fatigue est insidieuse. Elle ne se manifeste pas par une rupture nette, mais par une lassitude profonde. Sophie confie à des proches avoir l'impression d'être enfermée dans un rôle, de ne plus avancer, de respirer à peine. Pour compenser, elle multiplie les projets annexes, livres, conférences, podcasts, comme autant de bulles d'oxygène, mais plus elle cherche à exister en dehors du cadre, plus les obstacles se multiplient à l'intérieur. Certaines réunions sont annulées sans explication, d'autres ont lieu sans elle. Un ancien cadre de la chaîne parlera plus tard d'un climat d'étouffement progressif. Un mot juste, étouffement. Lent, calculé, presque élégant. Sophie comprend alors une chose essentielle. La reconnaissance ne suffira jamais, peu importe l'amour du public, peu importe les audiences. Tant qu'elle reste dans cette structure, sous cette influence, elle ne pourra pas s'épanouir pleinement. Et surtout, elle n'est plus en sécurité. Pas physiquement, psychologiquement. Mais comment partir ? Comment quitter un univers qui vous a tout donné et tout pris ? Comment rompre sans provoquer un scandale qui pourrait vous être fatal ? Sophie n'est pas une révolutionnaire. Elle est une stratège discrète. Elle sait que le bruit profite rarement à ceux qui n'ont plus rien à perdre. Alors, dans le plus grand secret, elle prépare sa sortie. Pas une fuite désordonnée, une évasion réfléchie, sans accusation, sans règlement de compte, une libération à voix basse. Elle observe, elle attend, elle anticipe, et surtout, elle se tait, car parfois le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Tout bascule en 2023. Officiellement, rien n'est encore décidé. Officieusement, les rumeurs circulent, avec une insistance nouvelle. Affaire conclue pourrait changer de format, de décor, et peut-être d'animatrice. L'information ne lui est jamais annoncée clairement. Sophie la prend par fragments, par allusions, par des silences trop longs. Des décisions se prennent sans elle.
Pour elle, contre elle peut-être. Pour une femme qui a porté l'émission pendant 6 ans, le message est brutal. On ne la consulte plus. On la contourne. On invoque le renouvellement éditorial, la stratégie, ces mots passe-partout qui servent souvent à masquer une mise à l'écart. Le public, lui, ne comprend pas. Pourquoi fragiliser une émission qui fonctionne ? Pourquoi toucher à celle qui en est l'âme ? Sophie ne dira rien. Pas un mot de colère. Pas une plainte. Pas un appel à l'opinion publique. Ce silence, encore une fois, surprend. Mais il est voulu, car Sophie a compris une chose essentielle. Dans ce milieu, celui qui crie perd souvent la maîtrise du récit. Elle choisit donc de reprendre le contrôle autrement. En secret, elle négocie. Elle prépare l'après. Loin des caméras, loin des jeux d'influence qu'elle connaît trop bien. Et le 24 août 2023, l'annonce tombe. Sophie Davant quitte France Télévisions pour rejoindre Europe 1. 30 ans de télévision s'achèvent sans cérémonie. Pas d'hommage, pas de fleurs. Juste une phrase sèche, presque administrative. Mais cette fois, ce n'est plus une disparition. C'est un choix. La réaction du public est immédiate. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les messages de soutien affluent. Merci Sophie. On ne vous a pas respecté. Vous méritez mieux. La presse s'empare de l'affaire. Le Parisien, Télé Loisirs, Gala évoque des tensions internes, des jalousies, des tentatives de marginalisation. Un nom revient, encore et toujours, dans les analyses. Un nom que Sophie, elle, ne prononcera jamais. À la radio, tout change. Le décor est plus sobre. La voix prend le dessus. Sophie retrouve une liberté oubliée. Elle choisit ses sujets, son rythme, ses invités. Et surtout, elle parle. Pas pour accuser, pour expliquer. Dans certaines interviews, elle évoque enfin ce qu'elle a vécu, des années de malaise, de fatigue mentale, de doute, semés par des paroles perfides. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce que je prenais pour de la protection était en réalité une manière de me maintenir dans une dépendance. Elle ne nomme personne, mais tout le monde comprend. En février 2024, dans une interview marquante, elle lâche cette phrase. « J'ai longtemps été loyale à un environnement qui ne l'était pas envers moi. » Une phrase simple, tranchante, qui résonne bien au-delà de son cas personnel. Car Sophie ne parle plus seulement d'elle, elle parle pour toutes celles qui, un jour, ont cru devoir leur place à quelqu'un d'autre. Sa prise de parole culmine lors d'une émission spéciale sur Europe 1, entourée de femmes journalistes. Elle y dit, calmement, « Le plus grand piège, c'est de croire qu'on a besoin d'un homme pour exister à la télévision. » Silence, puis les applaudissements. Long, appuyé, comme un soulagement collectif. Sophie Davant n'a jamais cherché la vengeance. Elle a choisi mieux. Elle a choisi la liberté. Sans procès. Sans scandale. Sans haine. En quittant France Télévisions, elle n'a pas fui. Elle s'est libérée. Et ce faisant, elle a mis en lumière un système entier, fondé sur la loyauté forcée et la domination douce. Aujourd'hui, elle avance à son rythme. Elle n'essaie plus de plaire. Elle inspire. Et peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi est-elle partie ?», mais plutôt « Combien d'autres femmes, encore aujourd'hui, n'osent pas partir ?» Si cette histoire vous a parlé, si elle a réveillé quelque chose en vous, dites-le en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne. Parce que derrière chaque silence, il y a parfois une vérité qui mérite d'être entendue.